Nouvel attentat en plein Paris ce matin. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis abattu par un tueur qui a réussi à s'enfuir. Beyrouth, les contingents américains, britanniques et italiens de la force multinationale commencent à se replier. La France ne modifie pas son dispositif et souhaite l'intervention des Nations Unies, reprise des bombardements sur la capitale libanaise. Conseil des ministres, le gouvernement adopte une série de propositions sur les restructurations industrielles. Le Premier ministre Pierre Mauroy, invité de notre journal. Ouverture des 14e Jeux Olympiques d'hiver à Sarajevo, en Yougoslavie. Ils dureront 10 jours. Madame, Monsieur, bonsoir. Hier, 2 opposants au régime iranien étaient assassinés à Paris. Ce matin, c'est un diplomate arabe qui a été abattu. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, qui représentait en France les 7 principautés du Golfe Persique, a été très grièvement blessé d'une balle dans la tête par un homme qui s'est enfui. L'ambassadeur est mort après son transfert à l'hôpital. François Cornet. Le diplomate venait de quitter sa résidence de l'avenue Charles Floquet ce matin sans garde du corps. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa Mercedes, garée devant l'entrée de l'immeuble, un homme de type oriental âgé d'une trentaine d'années s'est approché de l'ambassadeur avant de lui tirer à bout portant une balle de 7,65 en pleine nuque. Prenant immédiatement la fuite à pied, le tueur a également tiré, sans l'atteindre, sur le chauffeur de l'ambassadeur qui essayait de le poursuivre. Placé peu après en réanimation dans une ambulance du SAMU, le diplomate en poste depuis 1980 à Paris est décédé dans l'après-midi au service de neurochirurgie de l'hôpital Sainte-Anne. Un attentat qui n'a pas été revendiqué, mais qui est sévèrement condamné par le gouvernement français, indigné, je cite, devant ceux qui choisissent le sol d'un pays hospitalier pour pratiquer le terrorisme. Le représentant des Émirats Arabes Unis, fédération de 7 principautés qui soutient l'Irak dans son conflit avec l'Iran, est le 12e diplomate assassiné à Paris en 10 ans. En l'absence, une nouvelle fois, d'éléments matériels probants, les recherches de la brigade criminelle s'annoncent difficiles. Dans les milieux proches de cette enquête, on estime que les attentats d'hier et d'aujourd'hui à Paris, qui surviennent 5 ans, jour pour jour, après la chute du Shah d'Iran, ont été ordonnés par la même tête, mais pas exécutés par le même bras. L'assassinat de l'ambassadeur est condamné avec horreur par les Émirats arabes, comme par le gouvernement français et par plusieurs personnalités politiques. L'attentat de ce matin n'a donc pas encore été revendiqué. En revanche, le meurtre hier de 2 opposants iraniens au régime de l'ayatollah Khomeini a été revendiqué par le djihad islamique, un mouvement terroriste manipulé par l'Iran et qui a déjà signé au Liban et ailleurs plusieurs attentats meurtriers. Jean-Claude Darigo. Hier, 7 janvier 1984, le général Oveissi, ancien gouverneur militaire de Téhéran sous le Shah, est abattu en pleine rue avec son frère. Signature de l'attentat, Djihad islamique, un nom qui retentit depuis le 18 avril 1983, premier acte de terrorisme de l'organisation. Objectif visé à cette date, l'ambassade des États-Unis à Beyrouth, bilan 63 morts. 23 octobre 1983, des camions suicides foncent sur une concentration de Marines américains et de soldats français à Beyrouth. Des décombres, on retire 241 morts chez les Marines, 58 chez les Français. Signature, Djihad islamique encore. 4 novembre 1983, ce sont les Israéliens qui sont visés à tir. Même technique, un camion piégé, 62 morts. Signature, Djihad islamique toujours. 12 décembre 1983 au Koweït, explosion conjointe à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de France, à l'aéroport international. Signature, Djihad islamique. Plus qu'une organisation, le djihad est probablement un vocable adopté par des commandos lorsqu'ils posent certains actes terroristes particuliers. On dit ces commandos être sous l'autorité suprême du Conseil supérieur de la révolution islamique irakienne dont le siège est à Téhéran. Son animateur, un religieux irakien, Bakr el-Hakim. Le djihad islamique affirme regrouper des musulmans libanais voulant instaurer une république islamique au Liban. Ses membres se sont définis. Nous sommes les soldats de Dieu, nous avons épousé la mort, nous ne voulons personne au Liban et sommes disposés à faire du pays un second Vietnam.
Le gouvernement iranien n'a joué aucun rôle dans l'assassinat du général Oveissi et de son frère, a déclaré aujourd'hui à Téhéran le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a cependant ajouté « Oveissi a reçu sa punition pour les crimes qu'il a commis ». Fin de citation. L'ordre islamique apparaît déjà dans Beyrouth-Ouest. L'un des premiers objectifs de certains éléments des milices chiites Amal a été d'aller saccager les réserves d'alcool des bars et des hôtels des quartiers qu'ils occupent depuis 2 jours maintenant. Les forces antigouvernementales ont recommencé aujourd'hui à pilonner la partie chrétienne de la capitale libanaise, mais cette fois la marine américaine est entrée en action, bombardant des positions syriennes dans la montagne. Cette extension du rôle du contingent américain de la force multinationale avait été annoncée dans la nuit par le président Reagan, en même temps qu'il décidait de replier en mer sur les unités de la flotte américaine stationnées au large de Beyrouth les troupes qui jusqu'ici occupaient des positions en ville. Aussitôt, la Grande-Bretagne et l'Italie annonçaient à leur tour des mesures similaires. Seul le contingent français reste donc en position jusqu'à nouvel ordre. La situation à Beyrouth, Patricia Coste et Michel Strulovici. Des hélicoptères américains dès ce matin auraient embarqué des Marines vers la 6e flotte et la majorité du contingent aurait été discrètement évacuée au cours des derniers jours, dit-on de sources militaires. La phase redéploiement des Marines semble donc déjà entamée. En contrepartie, la marine américaine qui reste sur place voit sa mission de bombardement étendue non plus à la seule protection des Américains restés à terre, mais à toute l'agglomération de Beyrouth. Aujourd'hui, c'est pour protéger la zone chrétienne que le New Jersey a tiré sur la montagne. Tout le contingent britannique, sans exception, a quitté Beyrouth à l'aube pour se redéployer, explique-t-il, sur un navire de la marine britannique. Enfin, peu de précision du côté italien, mais ordre a été donné au chef d'état-major de prendre toutes les mesures nécessaires pour un retrait progressif de leurs forces à Beyrouth. L'évolution des combats, Michel Strulovici. Les combats qui opposent les forces anti-Gemayel à l'armée se sont prolongés toute la journée, souvent à l'arme lourde, en bombardant à partir du New Jersey les positions drusses de la montagne du Chouf. Les États-Unis ont voulu montrer qu'ils sont toujours présents dans la région. Une façon également de soutenir le moral des forces pro-Gemayel. J'ai écouté, comme la plupart des Libanais, Radio Liban, la radio gouvernementale. Ils tentent de minimiser le retrait des Marines. Toujours est-il que des milliers d'habitants des quartiers chrétiens de Beyrouth quittent depuis hier l'est de la capitale pour tenter de se réfugier dans la partie de la montagne contrôlée par les phalanges et l'armée. En annonçant le redéploiement du contingent américain et en même temps l'élargissement de sa mission, puisque les forces navales américaines peuvent désormais riposter à toute action militaire contre l'armée libanaise, le président Reagan reconnaît donc implicitement l'échec de sa politique au Liban, tout en continuant de soutenir le président Gemayel. De Washington, Édouard Laure. Si l'on en croit ce soir les responsables politiques américains, rien n'est changé dans l'objectif des États-Unis au Liban. Et pour preuve, 1. Le président est bien parti comme prévu hier soir pour quelques jours de vacances dans son ranch de Californie, mais on laisse entendre que ça pourrait changer s'il arrivait quelque chose à Gemayel. 2. Une mise au point ce matin du secrétaire d'État à la Défense Weinberger, que les choses soient parfaitement claires, ce n'est pas un retrait. Alors la question est de savoir pourquoi Ronald Reagan a pris cette décision. La réponse est très simple, dans un but purement électoral. Décision prise il y a plusieurs jours, à contre-cœur, mais qui présente l'avantage de couper l'herbe sous les pieds des démocrates qui avaient tendance à faire du problème du Liban la plateforme unique de leur programme électoral. Un point donc à mettre à l'actif du président, mais qui ne règle pas tous les problèmes. On ne connaît toujours pas le calendrier du retrait des Marines, ça pourrait prendre 2 mois, et d'ici 2 mois, il peut encore se passer beaucoup de choses. Et sans oublier que Washington attend avec angoisse, sans y avoir encore trouvé de solution, la prochaine étape, à savoir l'avenir politique de Pierre Gemayel. À Moscou, l'agence TASS fait état d'un redéploiement partiel des Marines américains au Liban. Le Kremlin a décidé par ailleurs d'envoyer en Syrie un membre du bureau politique pour examiner à Damas les développements de la situation. Alors que la Syrie reste son principal allié au Proche-Orient, l'Union soviétique a d'autant plus d'atouts
pour participer au règlement du conflit que l'intervention des Nations Unies paraît maintenant imminente. C'est en tout cas le souhait de la France. Ce matin, en Conseil des ministres, le président Mitterrand a rappelé le souci de Paris de voir le Conseil de sécurité des Nations Unies prendre en charge la situation à Beyrouth. La France au Liban n'est pas au service de tel ou tel parti dominant, a déclaré le chef de l'État. Tous les Libanais peuvent être considérés comme les amis de la France. Fin de citation. Le contingent français n'en reste pas moins seul sur le terrain et la marge de manœuvre est étroite. Paul Nahon. Comment se retirer du Liban sans lâcher le Liban? Comment partir sans perdre la face? Voilà les problèmes tels qu'ils se posent au gouvernement français. Mais dans cette affaire libanaise, il y a la version officielle et la version officieuse. Officiellement, on affirme que le dispositif militaire à Beyrouth demeure inchangé, on reste. Le gouvernement français ne veut pas dramatiser la situation et il fait remarquer que les principaux leaders chiites qui ont pris le contrôle de la capitale libanaise il y a 2 jours font preuve de modération. Officieusement, tout en se démarquant des États-Unis, François Mitterrand essaie par tous les moyens de sortir la France du guêpier libanais, car on ne se fait plus guère d'illusions sur la capacité du président Gemayel à rétablir la situation. Sur le terrain, la force multinationale n'existe pratiquement plus et les Français sont désormais seuls en première ligne. La première occasion de quitter le Liban sera donc saisie par le gouvernement. Les troupes partiront si elles sont de nouveau attaquées ou si le gouvernement libanais, qui n'existe pas encore, demande le retrait du contingent français. Enfin, dernière solution à laquelle la France s'emploie depuis le début, le remplacement de la force multinationale par des casques bleus de l'ONU. Maurice Werther. Il y a plusieurs conditions difficiles à remplir dans le cas du Liban pour que les Nations Unies prennent les choses en main. Premièrement, une décision du Conseil de sécurité, où les 5 grands, dont l'URSS, disposent du droit de veto. À quelles conditions ? En échange de quelles concessions l'URSS accepterait-elle? Deuxièmement, l'accord des gouvernements sollicités d'envoyer des troupes au Liban. Vu les risques, on comprend que les gouvernements hésitent. Troisièmement, une demande formelle du gouvernement libanais. Mais de quel gouvernement depuis la démission du gouvernement Ouazzal? Quatrièmement, enfin, et ce n'est pas le plus facile, que tout le monde, chiites, druzes, milices chrétiennes, soit d'accord. L'exemple des précédentes interventions des Nations Unies en montre bien les limites. Au Liban, en 1978, après un raid israélien sur le fleuve Litani, on créa la force d'urgence des Nations Unies, la FINUL, dont la mission était de confirmer le retrait des troupes israéliennes. Mission pour l'essentiel remplie, mais lorsqu'en mai 1982, l'armée israélienne entre en force au Liban, la FINUL est totalement impuissante. Autre exemple, plus ancien. À Chypre, il y a des casques bleus, des soldats des Nations Unies depuis presque exactement 20 ans. Leur mission était d'empêcher les affrontements entre les 2 communautés, la turque et la grecque. Mission assez bien remplie pendant 10 ans, jusqu'en 1974. Mais lorsqu'en réponse à un coup d'État des colonels grecs à Chypre, l'armée turque est intervenue et s'est emparée manu militari du nord de l'île, les casques bleus n'ont rien pu faire en raison des limites toujours strictement définies de leur mission. En effet, le coup de force des colonels ni la réaction de l'armée turque n'étaient prévisibles 10 ans plus tôt. Monsieur le Premier ministre, vous êtes notre invité pour parler des restructurations industrielles. Mais d'abord, à propos du Liban, la question que tout le monde se pose, est-ce que les Français vont être les seuls à rester dans Beyrouth maintenant que les Américains, les Britanniques et les Italiens ont entamé un retrait progressif? Et nous avons toujours dit que nous n'avions pas vocation à rester au Liban, qu'il était absolument indispensable qu'à la force multinationale puisse se substituer une force des Nations Unies. Et nous avons multiplié nos efforts diplomatiques pour que les Nations Unies puissent prendre des décisions et s'engager au Liban. Aujourd'hui, devant la situation qui se dégrade, la France agit, et agit avec force, agit avec persévérance au niveau des Nations Unies pour saisir le Conseil de sécurité et faire en sorte que les Nations Unies viennent vraiment au secours du Liban pour garantir cette unité, cette souveraineté, cette indépendance du Liban.
Le djihad islamique, un mouvement terroriste manipulé apparemment par l'Iran et qui avait déjà revendiqué les terribles attentats à Beyrouth contre les quartiers généraux français et américains, le djihad islamique a revendiqué la nuit dernière l'attentat commis hier contre 2 opposants iraniens. Et ce matin encore, un nouvel attentat en plein Paris. Est-ce que la France devient la cible privilégiée du terrorisme iranien? Écoutez, je condamne avec la plus grande force les actes de terrorisme qui sont toujours lâches. Et nous entendons réprimer cette forme de violence comme toutes les formes de violence. Mais je dois dire que ces attentats ne sont pas le fait de la société française. Vous venez de le souligner vous-même. Ce sont les conséquences, au fond, d'une sorte de guerre larvée sur le plan international. Par conséquent, les auteurs de ces attentats sont en liaison avec des groupes terroristes qui sont de passage, hélas, dans notre pays. C'est pourquoi il est si difficile de pouvoir châtier les coupables. Mais je dois dire notre détermination, en tous les cas, à tout mettre en œuvre pour les découvrir, et justement pour les châtier. Alors, venons-en maintenant au dossier des restructurations industrielles qui, avec le Liban, a dominé le Conseil des ministres de ce matin. Un dossier qui reste à l'état de proposition. Les négociations vont se poursuivre en février et les décisions sont attendues pour le mois de mars. Faisons d'abord avec Christian Marimono le point de ce que l'on sait des projets du gouvernement. 5 secteurs sont concernés par les restructurations industrielles. La sidérurgie, les charbonnages, la construction navale, l'automobile et le téléphone. Première orientation industrielle. Sont créés des pôles de conversion qu'on appelle aussi zones franches. Ils correspondent aux secteurs économiques en difficulté, les charbonnages du Nord, la sidérurgie lorraine, les chantiers navals et d'autres zones sensibles. Reste à définir l'importance géographique de ces pôles. Les avantages financiers seront accordés aux chefs d'entreprise souhaitant s'installer dans ces régions. Deuxième orientation sociale. Des stages de conversion de 2 ans seront proposés aux licenciés de 3 secteurs seulement. Sidérurgie, charbonnage et construction navale. 10 à 15 000 salariés seront concernés. Ils recevront 70% de leur salaire qui sera financé pour un tiers par l'entreprise, pour un tiers par les collectivités locales et pour le dernier tiers par l'État. Le système de la pré-retraite sera maintenu. 55 ans pour les chantiers navals, 50 ans dans la sidérurgie. Les chefs d'entreprise qui embaucheront des licenciés de ces secteurs en difficulté bénéficieront d'une prime de 40 à 50 000 francs par emploi nouveau. Une aide au retour pour les travailleurs immigrés sera proposée aux volontaires, mais cette aide reste à définir. Enfin, un projet de loi sera déposé au Parlement pour favoriser la création d'entreprises. Un rappel, toutes ces orientations seront négociées tant avec les élus qu'avec les partenaires sociaux et seront mises en application la première quinzaine de mars. Tout de suite, Monsieur Monroy, la question clé, combien ces projets vont-ils coûter et qui va payer? Combien ces projets vont-ils coûter? Ce que nous avons décidé au niveau de la proposition est tout à fait compatible avec la politique que nous suivons, politique d'assainissement sur le plan financier, politique d'assainissement sur le plan économique, politique d'assainissement sur le plan industriel. Par conséquent, combien nos propositions, au niveau de l'État, ce sera de l'ordre de 4 à 5 milliards. Et à côté, naturellement, il y a un financement par conséquent au niveau du budget, mais il y a également un financement général et un financement naturellement au niveau du fonds industriel, bien entendu. Modernisation industrielle. Ce sont donc, dans ces cas-là, toujours soit les contribuables, soit les entreprises, soit les deux à qui on fait appel. Or, le chef de l'État a promis une baisse de 1% des prélèvements obligatoires l'année prochaine. Est-ce que c'est compatible? Oui, mais justement, la difficulté de l'exercice était de faire en sorte que ce soit compatible avec la politique que nous menons et avec les engagements que nous avons pris, et en particulier avec ce que le chef de gouvernement doit remplir comme obligation vis-à-vis de cet engagement du président de la République. Alors, l'objectif de ce plan est évidemment de freiner l'augmentation du chômage et même de diminuer le nombre des chômeurs. Mais en quoi ce plan va-t-il créer des emplois? Oui, mais je dois dire que lorsqu'on se trouve devant un plan de restructuration industrielle, il faut le replacer dans un ensemble. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons moderniser la France. Vraiment, ce gouvernement a la passion de cette tâche qui est essentielle, la modernisation de la France. La modernisation de la France, il l'a assumée sur le plan des institutions. C'est la décentralisation.
La modernisation de la France, il l'a assumée sur le plan des rapports entre des groupes de Français. Ça a été les lois Auroux. La modernisation de la France, il veut l'assumer sur le plan industriel. C'est ça, la priorité industrielle est notre première priorité. Elle est affirmée dans le plan, elle a été définie en octobre dernier par le ministre de l'Industrie et de la Recherche à l'Assemblée nationale. Dans ce cadre-là, à côté de toutes les mesures positives que nous avons prises, il y a la nécessité de restructurer. Quelquefois des industries d'ailleurs modernes. Et nous avons justement choisi le téléphone. Le téléphone est un secteur où il y a justement les techniques les plus modernes. Eh bien, les techniques les plus modernes provoquent des nécessités de réajustement. Pourquoi? Car une technique chasse l'autre, entraîne des sureffectifs. Pour montrer que la restructuration industrielle est un travail continu, est un travail permanent. On entre dans cette troisième génération industrielle et il faudra, comme hier sans doute, mais peut-être davantage encore, sans cesse restructurer sur le plan industriel. C'est ce que nous faisons sur le plan du téléphone, c'est ce que nous allons faire sur le plan de l'automobile, avec, c'est vrai, aujourd'hui au Conseil des ministres, des dossiers qui sont des dossiers lourds, puisque c'est le dossier du charbon, c'est le dossier de la sidérurgie, le dossier des chantiers navals. Ça, ce sont des dossiers, n'est pas lourds, d'industries traditionnelles, qui sont des industries qui provoquent un déficit considérable, que l'économie française ne pourrait pas supporter, qu'il faut par conséquent traiter. Mais le gouvernement, en faisant tout ça, semble sur la défensive. Il s'agit de se défendre contre le chômage. Mais on n'a pas l'impression d'une stratégie offensive, qui est celle de la création d'emplois, encore une fois. Non, là, votre question est très mal posée. Le gouvernement n'est pas du tout sur la défensive. Je viens de vous le souligner. Le gouvernement veut la modernisation industrielle. Et il a pris des mesures sur ce plan-là. Le secteur textile était en difficulté, il y a eu le plan textile. Vous savez comment nous avons lancé ce plan en ce qui concerne l'informatique, en ce qui concerne l'électronique. Bon, nous avons les restructurations. Bien entendu que c'est un travail pénible. Croyez-le, pour tout le monde, pour bien sûr les travailleurs qui seront touchés, pour l'ensemble des citoyens, et croyez-le, pour le Premier ministre et pour l'ensemble du gouvernement. Mais c'est une nécessité. C'est une nécessité si l'on veut que la France garde son rang, si l'on veut que la France modernise son industrie. Prenez le problème du charbon. On sait ce que les mineurs ont apporté au pays. On sait quelle était la production de la France dans les années 50 et 60. On sait la contribution qu'ils ont apportée à la communauté nationale. Il n'empêche qu'il n'est pas possible de payer chaque année une subvention de 6 milliards, de la voir s'aggraver. Il est par conséquent indispensable sur ce plan-là de prendre des mesures. On les prendra sur le plan du charbon, on les prendra sur le plan de la sidérurgie, en ajoutant que sur le plan de la sidérurgie, nous sommes dépendants de décisions européennes. L'Europe, sur ce plan-là, est à la fois un protecteur, est à la fois aussi une contrainte. Et nous les prendrons sur le plan de chantier naval. Mais alors, justement, on l'a bien constaté à l'issue des consultations que vous avez menées avec les partenaires sociaux au cours des dernières 48 heures, il ne semble pas du tout qu'il y ait un consensus social autour de ces projets. Alors, ces projets, comment pouvez-vous les faire aboutir si vous avez tout le monde contre vous? Comment voulez-vous, lorsqu'il s'agit de suppression d'emplois, il y a des difficultés. Les difficultés, elles sont naturellement d'abord pour ceux qui vont connaître ces suppressions d'emplois. Elles sont au niveau des organisations syndicales, elles peuvent être au niveau du gouvernement. Mais la véritable question, vous ne l'avez pas posée jusque maintenant, c'est de savoir si on pouvait faire autrement. Et qu'est-ce qu'il y a d'original dans l'action du gouvernement de gauche? Nous pourrions, en face de cette nécessité de moderniser la France, le faire comme on le fait aux États-Unis, le faire comme on le fait en Grande-Bretagne, le faire comme on le fait en Allemagne. C'est-à-dire avec la loi, vous le savez, la loi de société de marché, en se disant il y a trop de travailleurs, il est absolument nécessaire de procéder à des licenciements. Eh bien justement, notre plan a cette caractéristique que nous ne voulons pas dans le secteur du charbonnage, dans le secteur de la sidérurgie et des chantiers navals, procéder à des licenciements. C'est cela l'originalité de notre plan. Et c'est en cela que nous sommes un gouvernement de gauche. Nous réussissons à concilier l'impératif économique, qui est indispensable, et qui s'impose à tout gouvernement, celui-ci comme ceux d'hier, comme ceux de demain, mais de le concilier avec l'impératif social. Par conséquent,
Cette caractéristique est affirmée dans le plan, est affirmée dans les mesures, est affirmée surtout dans la méthode. Nous n'avons pas décidé aujourd'hui au Conseil des ministres. Nous n'avons pas dit voilà, c'est décidé, vous n'avez plus qu'à appliquer. Nous avons eu une phase de concertation. Nous avons eu une phase de concertation qui se termine aujourd'hui. Nous allons avoir une phase de négociation pendant 1 mois et à tous les niveaux, au niveau national, au niveau des branches et naturellement au niveau des entreprises. Et ensuite, en mars, le gouvernement décidera. Vous avez tracé les grandes lignes d'une politique qui est ambitieuse et donc de longue haleine. Comment vous assurez la garantie ou des chances de pouvoir la poursuivre au lendemain des élections législatives de 1986 ? Bien entendu que nous avons une politique ambitieuse. Une politique ambitieuse qui ouvre des perspectives ambitieuses pour la France. Et dont, bien sûr, dont les principes doivent s'étaler en toute la durée de ce septennat. Alors, je ne me préoccupe pas de 86, vous me parlez de l'échéance de 86. Le gouvernement a arrêté des décisions qu'il croit devoir arrêter dans l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, ça ne s'arrête pas en 86, ça ne s'arrête pas en 90. L'intérêt de la France, c'est lui ouvrir des perspectives pour qu'elle soit une grande puissance industrielle à son rang. Monsieur Monroy, merci. Un dossier mal en point qui s'inscrit dans les projets de restructuration industrielle, le dossier des charbonnages de France qui accuse cette année un déficit record, 750 millions de francs contre 115 millions l'an dernier. L'endettement de l'entreprise nationale dépasse maintenant son chiffre d'affaires en dépit d'une aide de l'État de 6,5 milliards de francs. Le conseil d'administration des charbonnages doit se réunir la semaine prochaine pour décider du nombre des suppressions d'emplois et fixer le programme de production. D'ici là, M. Monroy doit rencontrer les syndicats de mineurs et se rendre dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans notre dernier journal à 23h15, un débat sur l'ensemble du dossier des restructurations industrielles opposera Franz-Olivier Gisbert du Nouvel Observateur à Stéphane Denis du Quotidien de Paris. Perturbations d'importance inégale aujourd'hui dans les réseaux de la SNCF à la suite de l'arrêt de travail décidé par les syndicats CGT, CFDT et Autonomes. Demain, mouvement de grève à la RATP. Les agriculteurs ont mis fin ce matin au Havre au contrôle qu'ils effectuaient depuis dimanche dernier sur les camions débarquant de la viande bovine britannique. Mais à Bruxelles, la réunion des ministres de l'agriculture des 10 n'a été qu'un constat de divergence entre les partenaires. La construction européenne doit marquer qu'elle est véritablement un changement historique utile à tous les pays d'Europe qui y participent, sans quoi chacun d'entre eux et l'Europe tout entière perdra un terrain dramatique par rapport aux plus grandes puissances. C'est en ces termes que, poursuivant son périple européen pour préparer le prochain sommet de Bruxelles, le président Mitterrand a expliqué l'enjeu européen au Premier ministre du Luxembourg, où il s'est rendu en fin d'après-midi. Le chef de l'État ne répondra pas au président du RPR qui lui avait écrit une lettre ouverte pour s'élever contre les sanctions adoptées à l'Assemblée nationale la semaine dernière contre 3 députés de l'opposition. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui de manière implicite le porte-parole du gouvernement. À l'Assemblée, la majorité comme l'opposition souhaite maintenant un changement de climat et l'apaisement du débat parlementaire. La nuit dernière encore, de vifs incidents avaient opposé le RPR Jacques Toubon aux députés socialistes et communistes. Par ailleurs, la commission d'enquête parlementaire constituée à propos de l'affaire des avions renifleurs d'Elf-Aquitaine, la commission d'enquête a commencé ses auditions aujourd'hui en entendant les présidents de Elf et de ERAP. De plus en plus de monde dans l'espace, 3 cosmonautes soviétiques à bord d'un vaisseau Soyouz lancé aujourd'hui vont aller s'arrimer à la station orbitale Salyut 7. Quant aux 5 astronautes américains qui poursuivent leur périple à bord de la navette spatiale, ils se sont employés aujourd'hui à filmer leurs travaux. Ils doivent rentrer samedi. La flamme brûle à Sarajevo et la grande fête de la jeunesse et du sport a officiellement commencé aujourd'hui. Les 14e Jeux olympiques d'hiver se sont ouverts dans le respect de la tradition et aussi du folklore. Henri Bodiguel. Musique populaire, danse et mouvements gymniques devant 50 000 spectateurs pour l'inauguration cet après-midi des Jeux olympiques d'hiver au stade Koševo de Sarajevo. 60 ans après les premiers Jeux qui avaient eu lieu à Chamonix et auxquels avaient participé 16 pays représentés par 300 athlètes à l'époque, ce ne sont pas moins de 1600 compétiteurs représentant 49 pays qui sont aujourd'hui réunis à Sarajevo.
La délégation française, précédée par Yvon Mougel du biathlon, est à elle seule composée de 34 compétiteurs et de 45 officiels. C'est ensuite le président yougoslave Mika Spiljak qui prononce la phrase rituelle. Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene. Voilà, les 14e Jeux olympiques d'hiver sont donc officiellement déclarés ouverts. Il ne manque plus maintenant que la flamme olympique pour clore la cérémonie et c'est la patineuse yougoslave Sandra Dubravčić qui aura le privilège de porter le flambeau symbolique au sommet de ses 93 marches et allumer ainsi la flamme, symbole des Jeux olympiques, une flamme qui brûlera sans interruption jusqu'au dimanche 19 février. Dans 3 heures, ce sera la fin de la fête et aussi de l'effort à Bercy. Les 6 jours de Paris qui ont inauguré le nouveau vélodrome se terminent ce soir. Roger Zabel en fera le bilan complet dans notre dernier journal à 23h30. Rapidement encore les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Vincennes. Le 11, le 9, le 16, le 15, le 12, le 13, le 14 et le 8. Plus de 600 interventions des sapeurs-pompiers dans le seul département de Seine-et-Marne. La tempête a fait rage aujourd'hui dans plusieurs régions du pays. Alain Gillot-Pétré nous en dit plus. 160 km/h sur les côtes de la Manche, 165 km/h en haut de la Tour Eiffel, 122 km/h au Parc Saint-Maur à Paris, 154 à Millau, plus de 130 km/h en Corse. Sérieux coup de tabac sur toute la France avec de très violentes rafales sous les grains. Bilan provisoire, un mort et un blessé en Seine-Maritime, mais de nombreux accidents de la route, arbres renversés, toitures emportées, cheminées arrachées, routes coupées, avions déroutés, bateaux en difficulté. Comme prévu par la météo nationale, la tempête n'a pas épargné la France et les enregistrements des anémomètres n'ont pas fini de nous réserver des surprises. En effet, pour la première fois en 3 ans de météo, je vous annonce un force 12 en Méditerranée. Force 12, cela signifie la force de l'ouragan, des vents de 120 km/h. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura un cyclone en Méditerranée, bien sûr. C'est une image de la force Beaufort. Regardez là. Photo satellite, on voit très bien le vent. Regardez ces nuages. Ils sont dans le sens du vent. Le vent vient du nord-ouest, il va continuer à s'écouler demain. Et quand il va faire éruption, il a commencé à faire éruption en Méditerranée. Ça va donc faire très mal. Regardez bien les nuages, ils sont dans le sens du vent. Ils sont étirés dans le flux de nord-ouest tellement le vent était puissant. Regardez la carte pour demain. Donc, c'est du beau temps en Méditerranée. Mais alors, Mistral et Tramontane, bonjour. Force 12, donc avis de tempête, averse résiduelle en Corse. Attention si vous circulez dans la vallée du Rhône. Ailleurs, c'est pas du trop mauvais temps dans l'ensemble, de belles éclaircies de la Normandie au Massif central, à l'Aquitaine et aux Alpes, mais attention dans les Alpes, j'insiste lourdement sur le risque d'avalanche qu'il y a sur tous les massifs montagneux des Alpes, mais surtout des Alpes du Nord. Le temps est épouvantable, il y a un très fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord. Sur le Nord-Est, temps instable avec des averses de pluie ou de grêle ou de neige, même à basse altitude, et du vent toujours très fort, moins fort tout de même qu'aujourd'hui, sur le Nord-Ouest, sur les côtes de l'Atlantique et même à l'intérieur. Le baromètre est en hausse, mais alors le thermomètre s'effondre. De 3 à 10 degrés sur la moitié nord, avec encore de la douceur bretonne, mais ça ne va pas durer. Et de 3 à 12 degrés seulement sur la moitié sud. On a presque perdu 10 degrés en quelques jours. Demain, c'est le jeudi 9 février, 3 minutes de soleil en plus. Lever du soleil à Paris, 8h10, coucher 18h. Et c'est la Sainte Apolline qui est la patronne des dentistes. Voilà, en vous demandant pardon pour ce léger débordement d'horaire dû à l'importance de l'actualité. Je vous rappelle que c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernière édition à 23h30. Demain, 12h45, antenne de midi. 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.